Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 1er décembre 2020, journée mondiale de la lutte contre le sida, une autre épidémie qui, elle aussi, continue de tuer. Au sommaire de cette émission, il démissionne de la police car il estime qu'elle ne peut plus être réformée de l'intérieur. Le policier Alexandre Langlois est notre invité. Retour avec Valentine Auberti sur les violences policières au Bois de Boulogne, révélé par Mediapart. Témoignage en exclusivité d'une des victimes dans ce numéro d'Alerte Libre. Et puis, avec Hélène Salvi de Mediapart et la journaliste Mira Kandar, ancienne éditorialiste au New York Times, retour sur les rodomontades d'Emmanuel Macron contre la presse étrangère, mais aussi sur son image dans le monde, de moins en moins libérale, de plus en plus autoritaire. Bienvenue donc dans Alerte Libre. On accueille tout de suite notre premier invité, Alexandre Langlois. Bonjour Alexandre, prenez le temps de vous asseoir. Comment vous allez? Très bien. Alors, je vous présente, vous avez 37 ans, je crois. Vous 38 êtes... depuis 2 jours. Voilà, 3 jours, voilà. ouais. Vous êtes policier affecté au renseignement dans les Yvelines, secrétaire général du syndicat Vigipolice, qui est une scission, on va dire, il y a quelques années de la CGT Police, donc un homme de gauche. Vous avez été candidat de la France Insoumise aux législatives en 2017, on le signale aussi. Et vous êtes dans la police un lanceur d'alerte, on va dire, sanctionné pour des tracts syndicaux jugés parfois offensants par l'institution à plusieurs reprises. Alors, surtout, on vous a invité parce que vous avez décidé de quitter la police le 27 novembre, juste après l'agression du producteur Michel Zecler. On en avait parlé ici, évidemment, dans Alerte Libre. Vous avez envoyé une lettre à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dans laquelle vous demandez le déclenchement d'une procédure de rupture conventionnelle vous concernant. Vous y écrivez, je cite, « Je quitte un métier que j'aimais ». Car, M. Darmanin, vous avez fini de dénaturer la noble mission pour laquelle je m'étais engagé. Je quitte la police nationale pour les mêmes raisons que j'y suis entré, la défense des libertés individuelles et de l'intérêt général. Qu'est-ce qui vous a poussé, en cette fin de mois de novembre, à prendre cette décision ? L'actualité, on milite avec le syndicat depuis des années pour réformer la police de l'intérieur et j'avais annoncé que quand ce ne serait plus possible, je partirais. Bon, bah, acte est fait, je ne pense plus que ce soit possible. Pour 2 raisons, les faits d'actualité en ont parlé. Il y a eu cette défense de cette loi sur la sécurité globale, où le dernier pare-feu du contrôle citoyen de la police et le dernier élément de preuve qui nous permettait des fois de travailler en interne, c'était les vidéos que M. Darmanin a voulu interdire. Et le fait que du coup, ces vidéos auraient, si jamais la loi était passée, Michel Zecler, qui est ce producteur qui a été tabassé par plusieurs policiers, il serait aujourd'hui en prison plutôt que victime et les policiers auraient sans doute été médaillés. Donc moi, c'est pas cette police-là que je veux couvrir, c'est pas cette police-là pour laquelle je veux me battre, c'est cette police républicaine pour laquelle je m'étais engagé. Et de l'intérieur, tout est verrouillé maintenant, donc le combat va continuer, mais sous d'autres formes. Pourquoi de l'intérieur tout est verrouillé ? Parce qu'il y a beaucoup de syndicats de police en ce moment qui sont en train de faire les gorges chaudes en disant la police nationale est la fonction publique la plus sanctionnée de France, ce qui est vrai. Mais pourquoi les policiers sont sanctionnés? Est-ce qu'ils sont sanctionnés parce qu'ils ont mutilé des manifestants, tué des manifestants innocents? Non. La plupart sont sanctionnés parce qu'ils ont manqué de loyauté envers leur hiérarchie, parce qu'ils ont porté atteinte au crédit et au nom de la police nationale, y compris sur leur vie privée. C'est-à-dire que même dans notre vie privée, nous n'avons pas de liberté d'expression. Et j'insiste sur ce petit point, crédit et au nom de la police nationale, y compris dans la vie privée. Ça a été mis en place par M. Valls en 2014, mais c'est une reprise de l'article 5 du statut de la fonction publique de 1941. Voilà, on est sur le musellement du fonctionnaire en interne, et les fonctionnaires sont sanctionnés parce qu'ils déplaisent à leur hiérarchie, pas du tout parce qu'ils commettent des fautes professionnelles. Donc là, c'est verrouillé. Les derniers éléments de preuve qui pouvaient encore aider, c'était ces vidéos pour expliquer l'action de la police, dire là, il y a des fois des interventions qui ont été légitimes, d'autres qui ne sont pas du tout légales, il faut les sanctionner, là, ce ne sera plus possible. Donc comment résister? Continuer de se faire broyer, prendre des sanctions, se battre contre des moulins n'est pas ma conception, je veux que ça aboutisse, donc le combat va continuer d'autres formes. Les policiers, évidemment, on les entend peu, vous le dites, s'exprimer, puisque sinon ils ont des problèmes. Dans le débat actuel autour de la question de la loi sécurité globale, cette pente vers une pente plus autoritaire, dont on va parler d'ailleurs dans le deuxième plateau, à votre avis, enfin, quels sont les états d'âme des policiers par rapport à cette loi? Est-ce que vous êtes en contact avec beaucoup de collègues qui ne disent rien, mais n'en pensent pas moins? Du coup, avec cette lettre que j'ai envoyée pour partir de la police, j'ai eu la surprise d'avoir beaucoup de collègues qui m'ont dit j'ai démissionné il y a quelques années pour les mêmes raisons. J'y croyais plus, je ne savais plus comment faire mon métier, à la fois des policiers, et puis j'ai même été surpris, des gendarmes m'ont écrit. Ils m'ont dit on ne sait plus quoi faire. J'ai même des policiers étrangers qui m'ont dit chez nous ça se passe pas mieux, québécois notamment. Donc du coup, oui, j'ai eu des appels en me disant voilà, on va essayer de faire autre chose et repartir sur de bonnes bases. Mais il y a ce désarroi des policiers parce qu'il y a une autre traduction de ce désarroi, les policiers se suicident. M. Darmanin a essayé d'instrumentaliser la souffrance des policiers en disant qu'ils se suicidaient parce qu'il y avait des images sur les réseaux sociaux qui les harcelaient. Non, ils se suicident parce qu'il y a un management délétère en interne, des pressions hiérarchiques, la politique du chiffre, des injonctions paradoxales.
Donc en fait, il n'y a pas cette volonté de protéger les policiers. En fait, il y a cette souffrance interne qui ne peut pas s'exprimer, qui n'arrive pas. Les policiers partent en dépression, en burn-out, et la grande majorité fait ça. Donc après, il y a beaucoup de policiers qui essayent soit comme moi, de essayer de parler, de s'exprimer pour essayer de faire changer les choses au grand public, et d'autres qui sont beaucoup plus discrets et très utiles, et c'est la grande majorité des policiers qui essayent de faire leur travail en conscience le plus discrètement possible pour essayer de passer entre les gouttes de leur hiérarchie. Est-ce que cette loi sécurité globale, c'est le rêve des policiers ou c'est le rêve du ministre de l'Intérieur ou des syndicats de police majoritaires? C'est le rêve du ministre de l'Intérieur avec ses agents de propagande, les syndicats majoritaires. Je rappelle que dernières élections, il y a eu des fraudes, il y a une procédure en cours pour les faire annuler. Donc on n'est pas très sûr qu'ils soient aussi majoritaires qu'ils en ont l'air. Et ensuite, s'ils défendaient réellement les policiers, ces syndicats majoritaires, ils devraient savoir qu'il y a déjà des lois qui existent pour protéger les policiers, comme toute la population d'ailleurs. Quand on est harcelé, c'est 2 ans de prison. Là, 1 an dans la loi. Les dispositifs existent. Quand on est menacé de mort, c'est jusqu'à 5 ans de prison. Et ces lois sont appliquées si on les utilise. Il y a une collègue de Versailles qui a été poursuivie avec quelqu'un qui prenait des photos pour lui nuire et diffuser des informations personnelles la concernant. La personne qui a fait ça a été condamnée à 17 mois de prison ferme. C'est-à-dire plus que les 12 mois prévus par M. Darmanin. Donc on est dans de la communication, dans de la propagande et pas du tout sur ni l'intérêt général ni la protection des policiers. Alors par rapport à cette loi sécurité globale, l'exécutif est en opération sauvetage ces dernières heures, ces derniers jours. Emmanuel Macron qui est, nous dit-on, mécontent envers Gérald Darmanin. Rassurons-nous, c'est juste une question de méthode, pas de désaccord sur le fond avec son ministre. On annonce une réécriture de l'article 24 qui prévoit, vous l'avez dit, l'interdiction de filmer les policiers en prévision du passage de la loi sécurité globale au Sénat, tandis que la majorité commence, elle, à se révolter. Et Gérald Darmanin lui-même est en mission de séduction devant les parlementaires, pour beaucoup horrifiés par l'agression contre Michel Zecler. C'était hier à l'Assemblée nationale. On écoute. Des actes inqualifiables ont été commis par ceux qui portent l'uniforme de la République. C'était le cas dans le 17e arrondissement de Paris. Ces personnes ont été suspendues. J'ai souhaité qu'elles soient révoquées. Et vous l'avez dit, l'enquête judiciaire est en cours et je m'en félicite. Mais des individualités ne sont pas un tout. Et je ne supporte pas et je ne supporterai pas qu'on atteinte à l'institution, celle de la police nationale et de la gendarmerie, qui font un travail admirable et dont je rappelle encore que samedi, 98 d'entre eux, 98, ont été blessés dans des manifestations. Gérald Darmanin qui refuse toujours de parler de violences policières comme le président de la République, mais qui commence à admettre des problèmes structurels dans la police. Il y a sans doute des comportements individuels, comme il y en a dans tous les corps sociaux. Il faut les condamner. Il y a aussi peut-être des problèmes structurels, qui ne datent pas d'hier, avouons-le, et dont les femmes et les hommes politiques qui se sont succédés n'ont peut-être pas toujours su les résoudre. De donner à la police de la République, à la gendarmerie nationale, les moyens de l'exemplarité qu'on exige d'eux. Alexandre Langlois, Gérald Darmanin nous dit, en gros, c'est la faute des gouvernements précédents. Vous, votre lettre, la lettre que vous avez écrite pour annoncer votre souhait de partir de la police, elle est bien et bien adressée à Gérald Darmanin et à ce gouvernement, puisque vous écrivez « Les policiers sont au service d'un président de la République qui les utilise pour réprimer avec violence tout mouvement social contestataire tel que les gilets jaunes, mais aussi les infirmières, les pompiers, les médecins, les avocats. Vous parlez même d'une police transformée en milice au service de ce pouvoir. » C'est ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a eu effectivement, les gouvernements précédents ne sont pas forcément tout blancs. On a eu notamment M. Valls qui a fait un virage avec les lois travail sur le maintien de l'ordre et l'utilisation de la police. Mais là, ça s'est accéléré de façon dramatique. Je veux dire, c'est sous ce gouvernement-là, par exemple, qu'on a eu la loi asile-immigration, où dedans, il y a marqué on doit contrôler les gens sur leur type étranger. Ce gouvernement a légalisé le contrôle aux faciès. M. Darmanin a fait continuer de limiter la liberté d'expression, continuer de poursuivre les gens. Et M. Macron, qui dit qu'il est un peu en désaccord, ça fait 3 fois depuis le début de son quinquennat qu'il rappelle au ministre de l'Intérieur qu'il faut faire plus de déontologie. On ne veut pas des rappels, on veut des actions. Donc du coup, les policiers lanceurs d'alerte sont continués d'être persécutés, ceux qui commettent des exactions n'ont rien. Et là, l'affaire Michel Zecler, une fois de plus, ça va être une sanction parce qu'il y a une émotion, il y a une médiatisation de l'affaire. On n'a pas réfléchi à un problème structurel de la police nationale. Il est toujours sur le peut-être. Voilà, et je repense au mot d'Emmanuel Macron, il a dit « j'ai été choqué par les images ». Mais ce n'est pas les images qui sont choquantes. Qu'il y ait des images ou pas, c'est ce qui s'est passé. Et la loi veut interdire les images, pas l'action qui s'est passée. Donc en fait, on est sur cette communication, mais même eux s'en mêlent les pattes dans le tapis. Gérald Darmanin, dans cette même audition, et d'ailleurs précédemment, il a dit que le préfet de police de Paris, Didier Lallement, n'avait pas à démissionner. Est-ce que pour vous, il doit partir ?
Mais il doit partir. Nous, ça fait un moment qu'on demande qu'il parte, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il a géré les Gilets jaunes de façon violente, à la fois à Bordeaux et à Paris, ce qui lui a valu sa promotion. Je rappelle qu'à Bordeaux, il a couvert déjà des agissements de policiers dans l'affaire Olivier Béziat, ce pompier volontaire qui partait d'un endroit calme, qui s'est fait tirer à 2 reprises dans la tête. Donc il a couvert ça en mentant. Aujourd'hui, il continue de mentir. L'affaire que vous avez révélée à Mediapart, la préfecture de police a encore menti. On va en parler. Voilà. Donc du coup, en fait, on est sur quelqu'un qui ment pour garder ses positions. Et quand M. Darmanin parle, je ne veux pas d'un fusible qui saute, c'est pas un fusible, M. Lallemand, c'est un responsable qui donne les ordres. Donc à partir de là, sur l'affaire Michel Zecler, quand il dit je ne suis pas au courant, je veux dire, quand il y a des renforts qui sont appelés, il y a des sorties d'armes, il y a un tir de grenade dans un quartier du 17e, s'il n'est pas au courant, c'est soit qu'il est nul, soit qu'il ne sait plus quoi dire pour se défendre. Donc préfet, vous l'avez dit justement, Didier Lallemand de Paris, à nouveau mis en cause dans une enquête de Mediapart, c'est notre reportage. Avec toi, Valentine, bonjour. Bonjour Mathieu. Mediapart, Valentine Dimanche, a publié sous la plume de Pascal Pascariello une nouvelle histoire de violence policière avec une vidéo montrant 6 jeunes violemment interpellés par des policiers au Bois de Boulogne. C'était le 30 avril 2019. Valentine, tu as recueilli le témoignage d'un de ces jeunes. Oui, le témoignage du conducteur de la voiture. On le voit ici sur ces images de vidéosurveillance. On voit un policier tirer en direction du conducteur. Le conducteur est ensuite sorti par d'autres policiers et violemment plaqué au sol. Pourquoi ? Parce qu'ils sont soupçonnés d'un vol de sac à main. Le conducteur, il s'appelle Paul, il a 22 ans, on avait rendez-vous avec lui ce matin sur les lieux de cette interpellation. Donc c'est à ce feu-là que je me suis arrêté et qu'ils m'ont coupé la route. Au départ, Paul pense avoir affaire à des braqueurs. Je pensais qu'on allait se faire carjacker ou se faire voler, en tout cas. C'était une agression. Donc, Vous ne dites pas, c'est des policiers. Ah non, à aucun moment, parce que c'est une voiture banalisée, mais nous on ne savait pas, c'est une voiture lambda. Et les 2 personnes qui sortent ne ressemblent pas à des policiers, n'ont pas l'uniforme et n'ont pas de brassard. Il n'y a pas de gyrophare dans la voiture, en tout cas on n'en a pas vu. Donc on n'avait aucun moyen de se dire que c'est des policiers. Donc il fait marche arrière pour s'enfuir et se fait tirer dessus par un policier. Je recule une 2e fois et c'est pendant que je recule une 2e fois que là, je sens la vitre à côté de moi qui explose, un bruit de détonation, puis un 2e. Donc là, j'arrête la marche arrière. Et c'est là où les personnes qui étaient en face de moi me disent coupe le contact enculé, coupe le contact et tout. Donc ça m'insultait, ça criait. J'étais totalement paniqué. C'est là où je me rends compte que c'est la police quand j'ai senti les menottes et que j'allais pas me faire tuer comme ça, comme un chien par terre. Alors Paul passe la nuit en garde à vue, il ressort libre, il n'est donc pas inquiété du vol de sac à main, dont la plainte d'ailleurs a été retirée. Mais il reste poursuivi par une plainte des policiers pour violence volontaire, pour avoir donc fait, je le rappelle, une marche arrière. Depuis cette nuit, sa vie a changé. Moi, ça m'a fait 40 jours d'ITT psychologique et 17 jours d'ITT physique pour l'épaule. Donc c'est assez grave. Du coup, j'ai arrêté mes études. Pourquoi ? Parce que j'arrivais plus à me concentrer, que c'était plus possible pour moi de rester posé à prendre mes cours. Je suis un psy actuellement que je vois régulièrement, que je voyais beaucoup, vraiment très régulièrement après l'affaire, parce que j'ai eu des grosses périodes de crise où je m'énervais pour un rien, j'en voulais beaucoup à la police, je cassais un peu tout dans ma maison, voilà. Après cette affaire, la moindre voiture qui s'arrêtait à côté de moi pour me demander son chemin ou quelque chose comme ça, je partais en courant. Alors qu'il n'y avait pas de raison, mais je partais en courant parce que ça me rappelait cette affaire-là. La vie du policier, elle, n'a pas vraiment changé. Il n'a pas été suspendu et exerce toujours. Ça me fait peur un peu pour les autres personnes qui sont dehors et qui risquent d'être confrontées à cet individu, parce que s'il le fait une fois, peut-être qu'il peut recommencer. Donc il met en danger tout le monde. Et surtout que quand j'étais en garde à vue, on m'a dit oui, c'est pas la première fois qu'il est violent, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc en plus, la police était au courant déjà de ses agissements. On vous a dit ça ? Oui, on m'a dit ça. Les policiers vous ont dit ça ? L'OPJ qui a pris ma déposition m'a dit ça. Donc déjà, quand elle m'a dit ça, j'étais choqué, mais encore plus de fait de savoir que ça n'a rien changé à sa vie et que lui, il est toujours en train de se balader, l'arme à la ceinture comme un cow-boy. Alors, Paul, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment eu affaire à la police, quelques contrôles d'identité qui se sont bien passés, rien de plus. Mais depuis ce qui lui est arrivé, voici ce qu'il en dit. On parle beaucoup des violences policières. C'est une question à laquelle vous étiez sensibilisé déjà ou pas, avant que ça vous arrive ?
Ah, j'en avais déjà beaucoup entendu parler, mais moi, ce qui me fait peur actuellement, c'est qu'on parle aussi du fait de ne plus avoir le droit de filmer la police, alors que c'est justement ce film-là, et dans toutes les affaires de violence policière, c'est les vidéos qui permettent de prouver que la police a fait quelque chose. Parce que là, actuellement, sans la vidéo qu'il y avait sur le feu, c'était la parole des policiers contre la mienne, et donc j'étais en prison, clairement. Alors que j'avais rien fait. Alors Paul a fini par être relaxé le 4 novembre, il a porté plainte contre X, l'enquête préliminaire est terminée et on attend la décision du parquet pour savoir si les policiers seront ou non poursuivis dans le cadre d'une info judiciaire. Contrairement donc au mensonge de la préfecture de police de Paris à Pascal Pasquariello qui a mené l'enquête à Mediapart, la préfecture lui avait dit que le parquet avait conclu à la légitime défense, puis il avait rappelé le jour de la marche des libertés, c'est un drôle de timing, pour dire qu'en fait c'était une affaire complexe sur le plan juridique. En tout cas, ce qui est avéré et ce qu'il faut retenir, c'est que ces jeunes, la justice a conclu que ces jeunes étaient coupables de rien, qu'une plainte est en cours d'investigation contre X de la part de Paul à propos des actes des policiers qui, eux, n'ont pas été suspendus. Oui, important, y compris pour lui rendre justice et rappeler la vérité des faits. Merci Valentine. Alexandre Langlois, pourquoi ces mensonges? C'est mensonge que la police française n'arrive pas à se remettre en cause. Voilà, c'est qu'on ne veut pas analyser nos erreurs, on ne veut pas. On a un IGPN, donc l'Inspection Générale de la Police, qui contrôle la police. Ça veut dire qu'en France, plutôt que de régler les problèmes, on les met sous le tapis. Je prends l'exemple de l'Angleterre, ils ont un organisme indépendant de contrôle de la police nationale, de leur police à eux. Et quand il y a des affaires, ils prennent l'affaire, ils cherchent qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour améliorer le service public. En France, on est dans le côté, dans le déni. On ne veut cache, on ne veut pas parler. C'est-à-dire que même M. Castaner, malgré des mutilés par grand nombre sur les manifestations Gilets jaunes, il a dit il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Là également, on est dans le déni, on ne veut pas le reconnaître. Alors que ce serait salutaire pour tout le monde que la police soit propre et exemplaire et qu'on n'ait pas à se dire aujourd'hui un honnête citoyen craint un policier, il va avoir peur. Et à Marseille, des dealers ne sont pas poursuivis juste pour défaut d'attestation plutôt que d'être contrôlés pour le trafic de drogue. Est-ce que ce déni, il est lié ou pas, d'ailleurs, aux conditions de travail des policiers qui sont franchement pas toujours simples, avec un salaire parfois dérisoire? Ça a été documenté dans des documentaires, mais y compris dans des films de fiction, je pense aux Misérables de Lajli. Est-ce que d'un côté, il ne faudrait pas reconnaître tout ce qui ne va pas dans la police, et de l'autre, davantage prendre soin en interne des policiers? C'est vous qui dites que la hiérarchie ne prend pas en compte le mal-être des policiers. Bien évidemment, on ne le prend pas en compte, le ministre non plus. Mais du coup, oui, il y a un malaise dans la police, mais il y a un malaise parce qu'il y a cette omerta, justement. On ne peut pas s'exprimer. Dès qu'on s'exprime, on est poursuivi, sanctionné. On ne peut plus faire notre travail en conscience. Donc effectivement, il y a un malaise dans la police. Il faudrait réformer ça. Et une des idées serait une inspection indépendante. Ça permettrait à la fois d'avoir de la transparence vis-à-vis des citoyens et libérer la parole des policiers. Aujourd'hui, un policier qui veut s'exprimer ou refuser un ordre illégal, il va se retrouver à l'IGPN pour être sanctionné parce que c'est des copains. Donc en fait, il y a l'omerta pour deux raisons dans la police. Un, c'est parce qu'il y a des commissaires, des politiques qui ont des plans de carrière, et pour eux, il ne faut pas qu'il y ait de vagues. Et pour pas qu'il y ait de vagues, il faut que la police soit sage, et si on ne voit pas ce qui s'y passe, c'est très bien. Et deuxièmement, il y a une deuxième omerta, c'est qu'en fait, avec les cycles de travail pathogènes de la police nationale, en moyenne, les fonctionnaires de police ont un week-end sur 6, ils n'ont plus de vie sociale, ils se retrouvent à vivre que dans le groupe de leur équipe. Et dans ce groupe, en fait, ils se disent, moi, je ne veux pas être exclu de ce groupe, parce que j'ai plus que ça. À cause de mes horaires de travail, j'ai dû divorcer, j'ai perdu mes enfants, j'ai pas pu me mettre dans un cercle culturel, j'ai pas pu faire plein d'activités parce que j'ai des horaires tellement atypiques et en plus des heures supplémentaires à gogo, que si je suis exclu du petit groupe où je suis, je vais fermer les yeux parce que si je commence à les dénoncer, je vais être le vilain petit canard et les dernières choses qui vont me rester, et on va me pourrir la vie. Et c'est pour ça qu'il y a des dépressions, qu'il y a des suicides, parce que les gens ne savent plus comment s'en sortir dans la police. Oui, vous rappelez que c'est la première cause de mortalité, les suicides parmi les policiers. C'est ça, la dernière, on a eu plusieurs dizaines de suicides, quasiment un par semaine, 5 morts en service, pour en général des gens qui ont foncé sur les policiers avec leur véhicule. En tant que policier, on sait que quand on signe, on prend un risque de mourir en service, soit par un chauffard, soit sur un braquage, soit avec un terroriste. Mais aujourd'hui, on meurt 10 fois plus de nous-mêmes, parce qu'on ne sait plus par désespoir. Je veux dire, quel pays démocratique peut se dire qu'il va bien alors que sa police se suicide de désespoir? C'est très fort ce que vous dites là, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous dites je quitte la police parce que on ne peut pas la réformer de l'intérieur? Donc ça veut dire que comment on la réforme de l'extérieur? Vous avez parlé d'une réforme de l'IGPN ou de telles procédures, mais visiblement en vous entendant, ce ne serait pas la seule solution, il ne faudrait pas que ça.
Ça serait une première pièce, parce qu'en réformant l'IGPN, on libère la parole des policiers, on met de la transparence et on peut apprendre de ses erreurs. Mais il faut aller plus loin que ça, il faut arrêter ce système de politique du chiffre également, où on doit chercher les infractions, de tolérer des unités qui ne sont pas utilisées à bon escient. La BAC n'a pas vocation de faire des interpellations dans les manifestations, il doit faire du flagrant délit sur certains trucs. Donc à force de dénaturer les missions de tout le monde, ça devient du grand n'importe quoi. Donc effectivement, la police nationale a besoin d'être refondée structurellement pour le bien-être des policiers qui se suicident, que je rappelle, pour le bien-être de la population. C'est la première fois qu'on voit autant de blessés et de mutilés alors que les gens sont innocents, et pour les recentrer sur leur vraie mission. Et même plus largement, la police nationale est un peu la poubelle de la République. La poubelle dans le sens où on doit récupérer toute la déliquescence de la fonction publique. C'est-à-dire que l'État s'est désengagé de plein de missions. L'éducation nationale, si l'éducation nationale avait les moyens de fonctionner correctement, il y aurait moins de gens qui pourraient éventuellement tomber dans la délinquance. L'assistance sociale qui peut aider les parents qui sont perdus dans l'éducation de leurs enfants. Tout ça, ça n'existe plus. La seule réponse qu'il y a, c'est la répression répressive pour mettre tout ça sous le tapis. Je pense à la réflexion de M. Collomb quand il était en déplacement au Mirail, quand il était ministre de l'Intérieur. Il a dit à une dame, faites attention que vos enfants ne tombent pas dans la délinquance. La dame lui a répondu, écoutez, monsieur le ministre, moi je veux bien, on a 40% de taux de chômage. Donnez des emplois à mes enfants. Et à ce moment-là, au moins, s'ils tombent dans la délinquance, ce sera par choix et pas des fois parce que ils n'ont pas eu le choix, justement. Alors, il y a évidemment des collègues à vous, ou des policiers qui nous regardent ce soir. Dernière question, quel message vous avez envie de leur faire passer dans cette actualité où on parle beaucoup de la police, beaucoup des comportements qui ne vont pas, qui sont inacceptables dans la police? Qu'on ne tombe pas dans l'écueil facile qu'en ce moment on veut nous faire croire, c'est soit on est pour ou contre la police. Et qu'on ressente le débat sur quelle police on veut. Parce qu'aujourd'hui, on essaye de faire des clans, de cliver sur des prises d'opposition, des monologues qui ne servent finalement que le ministre et des gens qui détestent la police pour X raisons. Mais la grande majorité des gens disent, si on leur pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre la police, la réponse sera oui ou non, mais parce qu'ils n'ont pas les mêmes images en tête. Est-ce que vous êtes pour une police au service des gens qui va vous aider tous les jours quand vous avez un problème? La réponse sera à 95% oui. Et à l'inverse, est-ce que vous tolérez des agressions? Ce sera non. Donc j'ai envie de dire aux policiers, discutez avec les gens, mais surtout venez discuter avec les policiers. Et surtout, le combat va continuer en interne, refusez les ordres légaux quand vous le pouvez, essayez de faire au mieux pour faire preuve de discernement sur le terrain. Merci Alexandre Langlois. Vous allez faire quoi maintenant? Je ne sais pas. Là, vu les actualités, je voulais partir le plus vite possible. Maintenant, il faut que le ministre me laisse partir. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que je veux continuer le combat pour cette police qui me semble nécessaire, qui va mal et que j'ai quitté en désespoir de cause, mais plutôt en partant. Merci beaucoup Alexandre, policier, syndicaliste. Vous venez donc, on l'a dit, d'annoncer votre décision de quitter la police et vous avez écrit il y a un an ce livre, L'ennemi de l'intérieur, c'est aux éditions Talma, c'est ça? Studio Talma. Voilà, un livre sur votre expérience dans la police. Merci beaucoup. Merci à toi, Valentine. Vous allez tous les deux maintenant céder votre place et puis on va accueillir nos deux autres invités, Hélène Salvi et Mira Kamdar. Bonjour à toutes les deux. Hélène Salvi, tu es journaliste à Mediapart, tu animes le pôle politique, tu suis l'exécutif et le gouvernement, donc. Et Mira Kamdar, vous êtes journaliste, bonjour. Bonjour. Ancienne éditorialiste au New York Times et vous vivez désormais ici, en France. Vous écrivez notamment pour le magazine américain The Atlantic, mais aussi plein d'autres publications dans le monde. Alors, avec vous deux, on va parler d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, de la séquence politique dans laquelle il est en ce moment. Emmanuel Macron, le candidat libéral de 2017, l'adepte du « en même temps », qui dirige aujourd'hui un gouvernement, on peut le dire, très à droite et qui est sans doute le plus répressif de la Ve République. Hélène, tu as publié il y a 2 jours cette enquête. Coincé par ses propres renoncements, Macron cherche une issue de secours. Hélène, pour reprendre une expression policière très à la mode depuis 2 ans, est-ce qu'Emmanuel Macron est dans la nasse politiquement ? On peut le dire comme ça, il est dans la nasse politiquement. Je ne pense pas qu'il l'envisage de cette façon. Mais le fait est qu'ils ont poussé le curseur un peu trop loin. On savait depuis 3 ans qu'il y avait une évolution entre le Emmanuel Macron de 2017, en tout cas ce qu'il promettait pendant sa campagne présidentielle, notamment sur ces questions-là, et notamment sur les questions des violences policières, qui était une expression qu'il employait à l'époque et sur laquelle maintenant il ne veut plus s'exprimer. Et le Emmanuel Macron qu'on a vu évoluer, notamment après la crise des Gilets jaunes, pendant la crise des Gilets jaunes. Ça, c'est une stratégie qu'ils ont mis en place qui est assez simple, c'est-à-dire qu'ils ont fait évoluer leur politique et leur discours au gré de l'évolution de leur électorat, qui est aujourd'hui un électorat beaucoup plus à droite que la pierre angulaire de 2017, qui était plutôt un électorat de centre-gauche. Le fait est que là, ils sont allés vraiment
un peu trop loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça accepte, ça accepte, ça accepte. Je parle dans les troupes, notamment au sein de la majorité. Là, ça n'accepte plus, clairement. Loi sécurité globale, donc. La loi sécurité globale, la loi à venir dite de lutte contre le séparatisme. Tous ces textes, en fait, qui sont des marqueurs très portés par Beauvau et par celui qui occupe le poste actuellement, qui est Gérald Darmanin, un ancien de LR, un ancien sarkozyste très droite dure et assumé comme tel, qui devait servir justement à Emmanuel Macron pour reprendre un aspect, alors ils appellent ça pudiquement régalien, mais en clair c'est réaffirmer l'autorité de l'État, etc. Le problème, c'est que il l'a laissé faire ce qu'il voulait, comme il l'entendait, et qu'on se retrouve aujourd'hui dans une crise politique assez exceptionnelle sous ce quinquennat. On a vu des députés LREM, y compris eux, y compris sur ce plateau, dénoncer un tournant autoritaire. Est-ce que c'est un calcul politique d'Emmanuel Macron ou est-ce que c'est quelque chose qui lui a échappé ? Moi, je pense que c'est encore pire. Je pense qu'il pense que ça n'est pas le cas. Il pense que les gens ne comprennent pas. Je pense qu'il en est encore là. C'est-à-dire qu'il dit encore... et là, il y a eu une réunion récemment à l'Élysée, justement, autour de ces petites troupes pour parler de ça. Il dit, mais comment on en est arrivé là ? C'est pas possible. Comment les gens pensent qu'on peut atteindre à leur liberté alors que je suis le garant des libertés ? Je le répète depuis le début. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est au-delà de la stratégie. On est vraiment dans un déni de réalité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une bulle qui s'est créée autour du pouvoir. Je pense que sincèrement, ils sont incapables de comprendre ce qui se joue vraiment dans la société aujourd'hui. Alors, Mira Kamdar, je l'ai dit, vous avez été éditorialiste au New York Times. Emmanuel Macron, quand il a été élu en 2017, c'était quelques mois après l'élection de Donald Trump. Il a été vu aux États-Unis, mais dans beaucoup d'endroits, comme un rempart à l'extrême droite. Est-ce que c'est ce qui a expliqué, à votre avis, la bienveillance de nombre de médias étrangers à son égard ? Absolument. Et puis, il y avait ce contraste quand même assez frappant entre Trump, sa personne, son mode enfin, la façon dont il se présentait, l'aspect très cru de sa présentation. Très à droite aussi. Voilà, très de droite, un racisme avoué. Et Macron, qui était jeune, plutôt beau, qui était celui qui incarnait quand même le respect pour le COP21, la lutte donc contre pour le climat, et donc ça se jouait beaucoup là-dedans, je pense. Et puis il y avait aussi l'espoir qu'il y aurait de nouvelles ententes entre Merkel et Macron, donc une bonne chose pour l'Europe. Bon, aujourd'hui... Aujourd'hui quoi ? Comment vous qualifieriez cette présidence ? C'est-à-dire que c'est curieux, en 2017, la France a dépassé les États-Unis comme le pays avec le code de soft power le plus fort dans le monde. Soft power, la puissance douce, qu'est-ce que c'est ? Un concept en sciences politiques où un pays arrive à réaliser ses intérêts de politique étrangère par la persuasion qui est basée sur une cohérence entre sa politique et ses valeurs et ses institutions. Et là, il y a un coup contre l'image de la France absolument gigantesque. Ne parlons pas de l'image de la France dans le monde musulman, tout ça, mais dans le monde qui importe vraiment à Macron par ses interventions auprès du Financial Times et du New York Times, où le regard des pays frères occidentaux, héritiers des Lumières, je reprends un peu ses propos dans ces deux communications, puissent ne pas le comprendre. Et puis, avec cette série de lois dont on vient de parler, on voit qu'il y a une incohérence entre Macron, défendeur de la liberté, disant qu'il ne fléchirait jamais devant le terrorisme pour défendre la liberté de l'expression en France, et puis ces lois liberticides qui font exactement le contraire. Alors, comme vous le dites, la lune de miel qui a duré longtemps avec la presse étrangère, une partie en tout cas de la presse étrangère commence à se craqueler. La presse étrangère s'inquiète du virage autoritaire d'Emmanuel Macron, comme l'a écrit François Bougon dans cet article sur Mediapart. Die Zeit en Allemagne décrit ainsi une France devenue un absurdistan autoritaire, critique des médias belges, néerlandais, britanniques et américains, avec des alertes du New York Times.
comme dans cet article sur la loi sécurité globale du Washington Post, et aussi de notre partenaire, le site de gauche Jacobin, sous la plume de Cole Stengler. Macron, dit-il, crée un libéralisme sans liberté civile. Et alors surtout, cet éditorial étonné de Ben Smith, qui est le journaliste média du New York Times, qui explique dans cet article qui a été traduit en français par le New York Times avoir été contacté il y a quelques jours par Emmanuel Macron. Et il écrit, Ben Smith, le président a quelques comptes à régler avec les médias américains au sujet de notre biais, notre obsession du racisme, nos points de vue sur le terrorisme, notre réticence à exprimer notre solidarité, même un instant, avec sa République assiégée. Macron, raconte Smith, a accusé la presse anglo-saxonne de trop insister sur le racisme en France et même de légitimer les violences. Alors ça ne passe pas du tout dans cet article pour Ben Smith qui écrit « Légitimer la violence, c'est une des accusations les plus graves que l'on puisse formuler contre les médias et le genre de choses que nous avons été plus habitués à entendre et ignorer de la part du président américain ». La colère froide de Ben Smith, Mira Kandar, qui compare Macron à Trump. Est-ce que ça vous surprend ces mots, et surtout est-ce que cette intervention de Macron auprès de certains médias américains vous a surpris? Ça m'a surpris et puis ça m'a pas surpris parce que j'en étais venu un peu à la même conclusion. Mais ce que Macron ignore, je pense, c'est que le New York Times est aguerri après bientôt 4 ans de Trump, qu'il accuse d'être l'ennemi du peuple, le fake news, qu'il attaque quotidiennement, même plusieurs fois par jour sur Twitter. C'est pas un coup de téléphone du président de la France qui va les mettre à genoux. Donc, je pense qu'il a mal calculé son coup. C'est quoi, un peu d'orgueil là-dedans? Beaucoup d'orgueil? On l'appelle quand même Jupiter, le président jupitérien. Je pense qu'on a quand même cette image de Macron comme quelqu'un qui est très convaincu de ce qu'il pense et que si ça passe pas, c'est, comme on vient de le dire, que les autres ne comprennent pas et qu'il faut juste un peu plus de pédagogie. Et bon, on ne va pas parler comme ça au New York Times, qui est quand même un média hautement professionnel et où les gens... C'est pas qu'ils fassent jamais d'erreur, mais quand même, sont un professionnalisme quand même assez solide. Voilà, c'est un média sous Trump en plus qui a produit beaucoup d'enquêtes assez dévastatrices pour le président. Ils ont vu le nombre de leurs lecteurs exploser entre-temps, donc ils ne sont pas très concernés. Et Hélène, sur ce que vient de dire Mira? Moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on sentait depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, et ça revenait beaucoup, notamment dans la bouche de ses oppositions, on appelait ça l'arrogance. Il y avait quelque chose dont on ne savait pas bien. On se disait, l'arrogance. Alors, à chaque fois, lui s'en défendait en disant, mais enfin, c'est absurde, je suis absolument pas arrogant. Les gens qui le rencontraient, parce qu'il a cette faculté d'adaptation à son interlocuteur qui fait que les gens sortaient en disant, il n'est pas si arrogant que ça, etc. Mais en fait, c'est exactement là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que cette façon de toujours penser avoir raison et que le reste du monde, en fait, n'a juste pas compris les bonnes intentions dont il se veut le garant, c'est un problème. Aujourd'hui, il y a la presse étrangère, effectivement, mais je veux dire, pardon, depuis des années maintenant, depuis l'inscription des dispositifs de l'état d'urgence dans le droit commun, puis depuis la loi anti-casseurs, puis aujourd'hui avec la loi sécurité globale, on a quand même les défenseurs de droits en France, les experts de l'ONU, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe. Enfin, je veux dire, moi je veux bien que tout le monde ne comprenne rien à ce qu'on fait, mais à un moment donné, on peut aussi se dire, tiens, peut-être qu'ils ont quelque chose à nous dire aussi. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais revenir, Mira, dans cette critique qui est faite, parfois ce qu'on entend de la part de certains députés ou de certains proches du pouvoir, c'est de dire, d'ailleurs au-delà de la majorité parfois, c'est de dire oui mais toutes les critiques qui sont faites à la France par rapport à ces lois, par rapport au racisme, c'est parce qu'on ne comprend pas la France, on ne comprend pas la laïcité, on ne comprend pas la culture française, on veut nous américaniser. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on entend ça tout le temps, mais j'ai deux réponses. Premièrement, les journalistes du New York Times à Paris connaissent très bien la France. D'ailleurs, ils travaillent souvent en binôme. Donc, il y a des journalistes français dont on voit les noms, qui écrivent pour le New York Times. On peut supposer que eux, Français, ils connaissent la France. D'autres journalistes américains qui ont séjourné ici longtemps, James Macaulay au Washington Post, qui a un doctorat en histoire de la France. Donc, il ne s'agit absolument pas des gens qui ne sont pas au courant. Deuxièmement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de débats
en France autour du racisme, autour de la laïcité, et que ça fait quand même, à l'intérieur de la France, sujet de débat. Je pense qu'il y a des différentes idées en France de ce que les valeurs de la République sont et ce que des concepts clés qu'on nous brandit tout le temps veulent vraiment dire. Hélène? En fait, ce qui est assez fascinant, si on en revient toujours, alors moi j'ai une passion archive, hein, donc j'en reviens toujours à ce qu'Emmanuel Macron disait en 2017. On pouvait mettre au crédit de ce candidat-là d'avoir dépollué la campagne présidentielle des questions identitaires dont on pensait qu'elles domineraient le débat. Or, lui ne l'a pas fait. Il l'a fait sur le libéralisme économique, il l'a fait sur beaucoup d'autres sujets avec lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord, mais il avait dépollué la campagne sur les questions identitaires et les questions de violence régalienne, etc. Or, aujourd'hui, ce qu'il fait, ce qu'il prône et ce qu'il dit est l'exact inverse de tout ce qu'il disait en 2017. Et lui qui aime souvent répéter « je fais ce que j'ai dit », bah là, visiblement, on n'y est pas, quoi. Merci beaucoup à toutes les deux. Mira Kamdar, ancienne éditorialiste au New York Times, journaliste. Vous publiez dans plusieurs magazines et revues, auteur de plusieurs livres sur l'Inde aussi, dont en français 80 mots de l'Inde, publié en 2018 aux éditions de l'Asiathèque. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et Hélène Savy du service politique de Mediapart. Merci à toutes les deux. Merci. Si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, voilà ce que vous pouvez lire en vous abonnant. Et d'abord, cette enquête de nos partenaires Investigate Europe. Ils ont retrouvé dans les cendres du camp de Moria en Grèce, rasé par les flammes en septembre, le journal de bord tenu depuis l'intérieur de la zone mineure par les éducateurs affiliés à l'ONU. Une plongée dans la violence quotidienne dans laquelle vivent ces enfants migrants. Michel Deléan suit pour Mediapart le procès Bismuth. Lundi, 3e journée d'audience a été consacrée à des arguties de procédure, une habitude dans les dossiers politico-financiers, sauf que dans ce dossier hors norme où un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, joue finalement son avenir judiciaire, eh bien l'argumentaire habituel sur la prétendue immixtion des juges dans la sphère politique a cédé la place au rapport de force entre les magistrats et les avocats. Côté club, signalons ce billet d'Amal Bentounsi, figure de proue de la lutte contre les violences policières. Cet activiste est à l'origine de l'application Urgence Violence Policière, une application qui sert à, on en reparle justement, filmer la police. Amal Bentounsi le rappelle dans son billet, filmer la police, dit-elle, est une exigence. En particulier dans les quartiers, les abus sont légion. Seules des images captées par vidéo permettent de briser l'omerta. Voilà, à l'air libre, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, journée spéciale porte ouverte numérique sur Mediapart. L'ensemble du site sera en accès libre avec toute la journée des rencontres avec la rédaction. Retrouvez dès maintenant le programme sur Mediapart. À cette occasion, on vous propose une offre d'abonnement spéciale 20 € pour 6 mois, disponible à partir de ce mardi soir minuit. Ce serait trop bête de la rater, donc abonnez-vous. Merci beaucoup et bonne soirée.